Salut. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à Rimouski. Je suis content de voir qu'on affiche complet. J'espère que vous allez profiter de notre magnifique qualité de vie ici à Rimouski. Je le connaissais de nom par la littérature. Puis en 2010-2012, j'ai été faire un postdoctorat à Bordeaux, où il m'a été donné l'occasion d'écouter des conférences de notre premier conférencier invité, Antoine Crémer. Puis, ça m'avait marqué. Alors, c'est quelqu'un qui m'a influencé personnellement, professionnellement. Quand il était question d'inviter des conférenciers ici, je me suis dit, j'ai envie de faire partager ce plaisir que j'ai eu de rencontrer Antoine avec tous les membres du CEF. Donc, si vous avez lu à quelque part un article dans votre vie sur les chaînes européens, que ce soit en écologie, en évolution, en histoire, en physiologie, vous avez dû lire un article d'Antoine Crémer. Puis, je vais je vais le laisser vous parler de ses travaux avec vraiment une perspective très englobante. Je pense qu'Antoine a vraiment des belles choses à nous partager. Puis, si vous le rencontrez, vous pouvez aussi lui parler de vélo. Je pense qu'Antoine est un fan de vélo. Je vous laisse à ses bons soins. Antoine est chercheur émérite à l'INRA BioGéco, biodiversité, gènes et communauté. Et je pense qu'il est fondateur de BioGéco. Donc, c'est à cause d'Antoine que j'ai pu faire mon postdoc là-bas. Puis, donc, je vous laisse assez bon. Merci pour cette introduction, Guillaume. Ça me fait chaud au cœur. Et puis, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Il faut dire que je n'ai pas eu trop l'occasion de visiter le Québec par le passé. Et c'est un honneur, finalement, de pouvoir le faire vers la fin de ma carrière. Et puis, entre autres, c'est un plaisir aussi de te retrouver et de retrouver également, je pense que je ne l'ai pas encore vu, mais Morgane Hurly, qui était à l'époque, qui a fait sa thèse à BioGéco il y a quelques années. Voilà, alors quelques précisions également pour ma présentation. Donc, si j'ai bien compris, enfin, le souhait, c'était que ce soit fait en français. Comme je sais qu'il y a également des étudiants internationaux dans la salle, j'ai décidé de faire les diapos. Enfin, j'avais tout préparé en français, puis j'ai traduit en anglais. Donc, il y a les diapos en anglais, mais je parlerai en français. Donc, je pense que c'est un bon compromis pour que le message de la science et de la recherche passe bien. Alors, j'ai essayé de caler mon intervention à partir de mon expérience sur le chêne sur le thème de cette journée, qui est globalement, de ce colloque qui est globalement sur la résilience des arbres et des forêts. Et donc, je me suis intéressé au travers d'un regard historique récent sur des espèces sur lesquelles je travaille, pour voir si effectivement on peut parler de résilience et par quel mécanisme finalement ces arbres arrivent à assouvir finalement cette résilience. Donc je vais vous parler d'évolution contemporaine des arbres. C'est une question un peu centrale aujourd'hui dans les débats, à la fois au sein de la communauté scientifique, mais également du grand public. La question principale qui est souvent évoquée est la suivante. Ah, mais le changement climatique, il va tellement vite que les arbres qui ont des longs temps de génération ne pourront pas s'adapter parce qu'ils ne pourront pas évoluer assez vite. Et donc, j'ai voulu attaquer cette question pour voir est-ce que vraiment il y a évolution et à quelle vitesse y a-t-il évolution? Est-ce que l'évolution des arbres peut suivre l'évolution du climat? Et donc, c'est la raison un peu finalement donc, de mon intervention et la motivation principale. Et alors, en fait, il y a deux. Donc, c'est de l'évolution, mais de l'évolution, je reviendrai là-dessus, sur des courtes échelles de temps, des échelles de temps essentiellement contemporaines, mais je reviendrai là-dessus plus tard.
Et finalement, il y a deux motivations. Pourquoi s'intéresser à l'évolution? Il y a une première motivation qui est, on sait qu'il y a une évolution phénotypique. Hein, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une composante génétique dans cette évolution phénotypique? Nous savons tous, par exemple, que, au moins dans l'hémisphère nord, les arbres poussent plus aujourd'hui qu'ils ne poussaient au même âge il y a, par exemple, un siècle ou 2 siècles. Vous avez ici la productivité du chêne mesurée en Europe en fonction de l'âge du peuplement, mais à différentes époques. Donc vous voyez que les chênes actuels poussent nettement plus vite que les chênes au même âge il y a à peu près un siècle. Donc on note qu'il y a une évolution, des choses changent. Alors, j'ai pris ça comme exemple, il y a d'autres caractères qui changent, la phénologie, etc. Donc on peut se poser la question derrière, mais dans ce qu'on observe dans la nature, y a-t-il une composante génétique? Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation est bien sûr, est-ce que cette évolution est de nature adaptative? Est-ce que l'évolution qu'on voit peut contribuer à une meilleure adaptation au changement climatique? Et cette question-là, pour nous, elle est essentielle, du moins en Europe, chez beaucoup d'espèces, je pense chez vous aussi, tout simplement parce que les forêts, la grande partie des forêts, au moins encore une fois en Europe, sont encore renouvelées naturellement, hein, par régénération naturelle. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que si on fait une régénération naturelle, est-ce que finalement on valorise ou pas une évolution adaptative de ces peuples? Donc voilà un peu les motivations. Et alors, bon, évolution adaptative, bon, peut-être comme au Québec, on peut observer actuellement dans les forêts des dépérissements. Ici, c'est dans la forêt la mieux connue en France de chênes, la forêt de Tronchet, où suite à 3 années très sèches, 2018, 2019, 2020, on voyait des dépérissements de chênes. J'ai pris quelques photos de cela en 2021. Et bien sûr, comme je disais en introduction, il y a pratiquement un journal par semaine qui, en France, parle des forêts, de l'adaptation des forêts. Et donc, ce débat, encore une fois, existe dans la communauté scientifique et également dans le public. Alors, je vais beaucoup au Canada, je ne suis pas en Europe, donc il faut quand même que je présente brièvement les espèces sur lesquelles je travaille. Je travaille sur les chênes. Il y a pratiquement une vingtaine d'espèces en Europe, nettement moins qu'en Amérique du Nord. Et il y en a 2 qui sont très largement distribuées en zone tempérée, qui est le chêne sessile et le chêne pédonculé. Ce sont des espèces qui sont très longévives, hein, à des rotations de 200-250 ans. Et on a une bonne documentation de l'histoire à la fois ancienne et récente. Donc, c'est des modèles intéressants pour étudier en écologie en évolution. Il y a une tradition de sylviculture bien connue, pratiquement qui remonte avec l'arrivée presque de l'homme, mais surtout au Moyen-Âge. Et puis, elles sont connues aussi pour avoir une diversité génétique très élevée et de partager beaucoup leurs gènes au travers de flux de gènes. Je pense que là, c'est un exemple des espèces assez similaires, je dirais, au moins au travers de leur trait d'histoire de vie, à ce que vous pouvez avoir chez vous sur les bouleaux, les érables, les sapins, les épinettes, des espèces à large distribution qui ont des aires contigus et qui partagent beaucoup leurs gènes. Donc, ce que je vais dire là, chez les chênes, pourrait assez bien s'appliquer également à ces espèces qui partagent des traits d'histoire de vie. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Alors, avant de parler d'évolution contemporaine, qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution, disons, récente à l'échelle des temps géologiques des arbres? Alors l'histoire, finalement, des arbres en Europe, je pense ici aussi, au moins depuis la dernière glaciation, peut se résumer dans ce schéma-là, où je représente finalement la distribution des arbres en fonction d'un axe de latitude et du temps. Bon, les espèces avec le réchauffement climatique ont migré vers le nord à partir de populations sources qui en Europe étaient dans le sud de l'Europe. Et puis il y a des populations qui sont restées en place, qui se sont forcément adaptées. Et puis des fois au sud, vous avez eu des extinctions. Ce schéma est assez général, mais sur ces masses aussi, ces populations donc, sont en place pratiquement depuis 10 000 ans en chêne. Les premiers arrivés au travers des dernières données paléobotaniques en palynologie nous disent qu'ils sont là depuis 10 000 ans. Mais on ne sait pas, on sait globalement qu'il y a une adaptation locale, mais ce qu'on ne sait pas,
c'est à quelle vitesse cette adaptation s'est faite. C'est ça la question centrale qui nous motive aujourd'hui. Mais OK, il y a eu adaptation locale, ils sont en place depuis longtemps, mais à quelle vitesse cette adaptation s'est faite? Un autre aspect également, quand on regarde la distribution, alors ça c'est la distribution des chaînes à la fin de l'âge glaciaire. En vert, vous avez la présence dont témoignent les données polyniques. Et ça, c'est la distribution il y a 6000 ans, finalement, qui représente assez bien la distribution actuelle. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a eu une expansion, c'est-à-dire les populations du Sud ont migré vers le Nord, mais se sont maintenues au Nord. Non, se sont maintenues au Sud. Hein. On n'a pas eu finalement une translation de l'air. Vous savez, la plupart des modèles de distribution d'espèces montrent souvent une translation de l'air avec le changement climatique. En fait, ce qu'on constate là, il n'y a pas eu de translation, il y a eu une expansion. Les populations au Sud sont souvent restées, et donc ce qui veut dire forcément que celles qui sont restées au Sud se sont adaptées avec le changement climatique post-glaciaire. Donc ça, c'est déjà un enseignement important qui nous incite à regarder un peu plus en détail à quelle vitesse cette adaptation s'est faite. Autre chose qu'on peut noter également au regard, c'est que malgré cette migration à très longue distance, au cours du temps, ces espèces ont maintenu leur diversité. Du sud au nord, la chaîne Cécile, ça s'est basé sur un séquençage assez extensif du génome, la diversité du chêne Cécile nucléotidique en fonction de la latitude. On a un maintien, il n'y a pas eu d'érosion de la diversité avec la migration. Alors, comment est-ce qu'on étudie généralement et comment les généticiens ont étudié cette évolution? En fait, les généticiens ont étudié cette évolution en comparant des populations actuelles. On prend des populations actuelles et on les compare. Et finalement, finalement ce qu'on appelle une approche synchronique, c'est-à-dire au temps d'aujourd'hui, on compare les populations actuelles et on note des différences. Par exemple, c'est ce qui a été fait pour le chêne. Je montre ici des essais de tests de provenance ou plein de chaînes de provenance qui ont été récoltées. Et quand on regarde différents caractères phénotypiques, on note une variation et donc il y a eu une différenciation de ces populations. Donc ces études permettent de montrer, qu'il y a eu des changements génétiques, mais des changements génétiques, c'est-à-dire des différenciations, c'est des différences entre populations actuelles. Mais on ne sait toujours pas à quelle vitesse ces différences se sont mises en place. Donc, on ne peut pas répondre à la question du taux de changement. Et on ne sait pas non plus les mécanismes avec lesquels ces changements se sont mis en place. Alors, généralement, on a déduit quelque chose à partir de modèles en génétique des populations, à partir de la structure des populations actuelles que l'on observe, on peut en déduire quelque chose sur les mécanismes. Mais on ne les observe pas, je dirais, in vivo. Donc, ce que je vais proposer dans ma présentation, c'est d'avoir une approche différente. En fait, l'objet, c'est de voir l'évolution d'une même population au cours du temps. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'une population en place va évoluer génétiquement quand elle reste en place? Est-ce qu'elle s'adapte? Donc, si j'arrive à faire cela, à ce moment-là, je peux vraiment voir des changements génétiques d'une génération à la suivante. Donc, j'ai vraiment accès à l'évolution. Je peux mesurer le taux de changement parce que j'ai une échelle de temps là. Et puis, comme je suis in vivo, j'ai également accès aux mécanismes. Donc, ça, c'est le centre de mon exposé. Par la suite, c'est une longue introduction pour dire que finalement, je vais m'interroger donc à cette évolution. Donc, c'est des variations qu'on appelle allochroniques ou diachroniques d'une génétique d'une population au cours du temps. Donc, changement temporel, génétique. Alors, quand je dis deuxième point, contemporain, ça veut dire quoi? Finalement, c'est de l'ordre d'1 à 2 siècles. C'est finalement, je peux prendre toutes sortes d'échelles de temps, mais c'est cette échelle de temps qui est souvent évoquée dans tous les rapports du GIEC, etc. C'est cette échelle de temps généralement qui nous intéresse. Et c'est celle que j'ai essayé de regarder ici. Et puis, c'est des changements de nature génétique qui se passent au niveau du génome ou alors du phénome, du phénotype. Donc voilà, c'est ces 3 caractéristiques que je vais observer, que j'ai tenté d'observer dans le cas des chênes. Donc, quand je dis changement génétique, pour être encore plus précis,
Je suis donc à temps T, j'observe une population. Quand c'est génétique, au niveau du génome, je m'intéresse aux fréquences alléliques. Quand c'est un caractère phénotypique, je m'intéresse à la valeur génétique du caractère phénotypique, ce qu'on appelle la breeding value, la valeur génétique d'un caractère. Tout caractère d'un phénotype a une certaine composante génétique, c'est celle qui m'intéresse ici. Et donc, j'essaie de voir quels sont ces changements, quel est le delta d'une génération ou d'un temps T, un temps delta T. Et finalement, tout mon exposé va tourner autour de 6 questions auxquelles je vais répondre, et il est structuré autour de ces 6 questions. La première question est, est-ce qu'on peut noter une évolution génétique à notre échelle de temps, l'échelle de temps contemporaine? C'est la première question. La deuxième question, s'il y a effectivement évolution, quel est le rythme de cette évolution? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle alterne? Enfin, quel est le rythme? La troisième question, si on voit une évolution, est-ce qu'il y a une direction? Est-ce qu'on va dans un certain sens? Est-ce que c'est certains phénotypes qui sont favorisés ou d'autres phénotypes? Est-ce que c'est finalement directionnel? Ça, c'est la troisième question. Puis la quatrième, je vais revenir un peu sur ces résultats et me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cette évolution? Quels sont les moteurs derrière qui finalement pilotent cette évolution, les moteurs de nature génétique ou de nature écologique? Et puis, comme c'est un peu au centre des questions ici aujourd'hui en termes de gestion des forêts, je vais me poser la question, mais s'il y a évolution adaptative, est-ce que finalement, évolution naturelle, hein, est-ce que l'homme, au travers de la sylviculture, peut contribuer à accélérer ou améliorer cette évolution de manière à ce qu'elle soit plus efficace? Et puis, bon, dernière question. Bon, après tout cela, on peut se poser la question, mais bon, s'il y a évolution, mais y a-t-il des limites? Est-ce que c'est infini? Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il y a des contraintes, des limites? Et puis finalement, je vais donner quelques éléments de conclusion et je aborderai la question plus générale de résilience dans ma conclusion. Voilà, donc ça structure. Il y a 6 questions que je vais maintenant aborder l'une après l'autre. La première question est donc, y a-t-il des changements génétiques temporels? Donc, delta G par unité de temps. Et j'ai considéré 2 échelles de temps où on a pu expérimentalement suivre et mesurer ces changements génétiques. La première échelle de temps, c'est celle des 3 derniers siècles, disons, la fin du petit âge glaciaire. Je vais revenir sur cette histoire d'un petit âge glaciaire et finalement le réchauffement de l'Anthropocène. Et puis, la deuxième échelle de temps, c'est finalement celle qui sépare le passage d'une génération à la suivante. Donc, nous avons pu, avec différentes méthodes, suivre donc, génétiquement les populations sur ces 2 échelles de temps. Et je vais montrer maintenant les résultats que nous avons obtenus. Donc, je vais aborder le premier niveau, là, donc l'échelle de temps, passage du petit âge glaciaire à l'époque actuelle. C'est un travail qui a été en grande partie réalisé par 3 postdocs, Thomas, Youn et Dunia, que je remercie au passage. Et donc, je vais donc revenir sur cette histoire de petit âge glaciaire. Alors, le climat en Europe, je pense... Pardon, excusez-moi. Le climat en Europe, et je pense maintenant, on en est pratiquement certain, dans tout l'hémisphère nord, a été marqué au cours des 1000 dernières années par une période de refroidissement qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a sévi grossièrement entre 1450 et 1850. Alors, il n'est pas aujourd'hui question de dire les causes. Les causes font aujourd'hui beaucoup débat. Il y a différentes interprétations sur la cause de ce petit âge glaciaire, mais personne ne remet en doute l'occurrence de ce petit âge glaciaire. Donc, il a fait plus froid pendant cette période. Et puis, le réchauffement que l'on connaît actuellement a commencé finalement dans la deuxième moitié du 19e siècle, après 1850, grosso modo, et on a eu le réchauffement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les changements au cours de cette transition, notamment d'une période froide vers une période chaude. Est-ce qu'il y a eu changement génétique? Alors, quelques mots sur le petit âge glaciaire. Donc, le monde était globalement plus froid. Il y a eu des événements extrêmes, notamment en termes de froid, mais également en termes de sécheresse. Les températures étaient plus dures finalement en hiver
qu'en été. Et au sein du petit âge glaciaire, il y a encore eu des périodes plus froides qui sont le XVIIe siècle et la fin et la première moitié du XIXe siècle. Et puis, on a il y a des documents, ouais, sur l'impact de ce petit âge glaciaire sur les forêts, notamment la tree line en Europe, en Scandinavie, des changements sur les distributions des espèces, mais également les mortalités. Alors, quelques illustrations de cela. Alors, c'est très documenté dans différents ouvrages historiques, c'est assez récent. Donc, il y a plusieurs documents, notamment les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui ont beaucoup porté dans le domaine agricole, moins dans le domaine forestier, mais qui reste une référence dans le domaine. Et il y a également des traces bien connues dans le domaine des arts, et la peinture notamment, la peinture hollandaise, qui montre finalement que souvent le Rhin était gelé en hiver. Ici, c'est la Tamise qui était gelée pendant cette période. Tout ça, c'est des illustrations qui attestent de l'occurrence de ce petit âge glaciaire. Et puis, il y a eu effectivement des hivers extrêmes. J'ai ici répertorié le nombre d'hivers extrêmes par décennie, hein, depuis 1670 jusqu'à l'époque actuelle, relevé à partir de données instrumentales, à partir de données donc, qui existaient à l'Observatoire de Paris. Donc, c'est des données objectives. Et donc, vous voyez que pendant, finalement, jusque vers 1850, le nombre d'hivers extrêmes variait pratiquement de 1 à 3 par décennie. Et après, a nettement diminué. Et puis, vous avez plein de textes qui montrent l'effet que ça peut avoir sur les forêts. Alors, c'est des textes très dispersés. Souvent, vous trouvez ça dans des archives de paroisses ou de villages où on a noté, par exemple, l'hiver de 1709 a été connu pour avoir été terrible. Vous voyez ici des textes. Noyers châtaigniers sont entièrement morts. Il neigea et gela si fort que les noyers, chênes et quantité d'autres arbres furent gelés, etc., etc. Vous pouvez trouver quantité de témoignages de l'effet que ça a eu. Alors, comment étudier donc les changements génétiques au cours de cette période froide, chaude? Donc, c'est une vraie transition climatique, un changement climatique, hein, comme peut-être pas la vitesse de ce qu'on connaît actuellement, mais vraiment qui est bien documenté. Alors, pour cela, nous avons fait usage de l'existence, dans le cas du chêne Cécile, de forêts qui sont gérées en futaies régulières. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle la sylviculture en futaies régulières. Par exemple, ici, dans la forêt de Tronchet, qui fait à peu près 10 000 hectares, la forêt est partagée en différentes parcelles. Chaque numéro correspond à une parcelle et a fait à peu près 20 hectares. Et tous les arbres au sein d'une parcelle ont à peu près le même âge. Et donc, vous avez une distribution des classes d'âge. Il y a des parcelles jeunes, des parcelles âgées. Normalement, une forêt bien gérée, vous avez un bon équilibre de la répartition des classes d'âge dans ces parcelles. Et dans le chêne, on maintient souvent ce qu'on appelle des parcelles très vieilles. Et donc, vous pouvez trouver des parcelles qui ont 350 ans, donc qui sont nées au cours du petit âge glaciaire. Et là, c'est des parcelles entières, hein, c'est 20 hectares. Donc, vous avez des milliers d'arbres qui ont 340 ans, et donc c'est une vraie population. Donc, nous avons essayé de trouver donc, différentes parcelles correspondant à différents âges, de manière à pouvoir couvrir cette transition entre le petit âge glaciaire et l'époque actuelle. Nous avons séquencé le génome de 50 arbres échantillonnés dans chacune de ces parcelles, donc de ces cohortes, on appelait ça des cohortes structurées en âge, donc à peu près 50 arbres. On a séquencé le génome entier en pool séquençage pour voir les différences, donc de delta G au niveau des fréquences anodiques. Et puis, on a récolté des descendants sur les arbres adultes qu'on a élevés en pépinière et sur le terrain pour voir s'il y a également des différences de nature génétique pour les caractères phénotypiques qu'on pouvait observer. Donc, alors, ce même dispositif qui a été fait dans une forêt, ici dans la forêt de Tronchet, qui se trouve dans l'Allier, a été répété dans 2 autres forêts domaniales, à peu près structurées de la même manière, à Reynaud-Vallier et à Bercy. Donc, c'est des résultats de ces 3 forêts que je vais maintenant montrer. Et donc, on a essayé de voir au plan génome, est-ce qu'il y a des différences entre les cohortes d'âge différents? Alors, si vous avez des différences génétiques d'une cohorte à la suivante, d'un âge à la suivante, vous ne savez pas quelle est la cause. Il peut y avoir toutes sortes de causes qui
qui finalement vont conduire à ces variations. Et ça peut être notamment des causes de manière stochastique aléatoire, comme la dérive ou des choses. Et donc, pour essayer de faire le tri dans ces variations, nous avons procédé en considérant des variations sur 2 époques différentes. Si je regarde le delta entre 1680 et 1850, donc des variations de fréquence allélique, et si je regarde également celles de l'époque suivante, et si je trouve que c'est les mêmes, donc si elles sont corrélées, à ce moment-là, je peux exclure totalement la nature stochastique. C'est un effet systématique qu'on retrouve sur différents âges. Et donc, nous avons mesuré finalement tous ces deltas et regardé leur corrélation pour voir effectivement si on a des effets systématiques qui inévitablement seront à ce moment-là liés à la sélection. Alors, cette méthode a été développée par Buffalo et Coop en 2020, qui est appliquée en génomique des populations. Et donc, nous avons estimé ces covariances, ces corrélations entre les changements de fréquence allélique d'une cohorte à la suite. Et voici les résultats. Alors, quand je considère les covariances pendant la période froide, le delta ici et le delta ici, donc, s'il n'y avait pas, ou si c'était dispersif, aléatoire, cette covariance devrait être nulle. Elle est positive dans les 3 forêts. Ça veut dire que les 3 forêts, pendant la période froide, on voit un changement systématique dans un certain sens au niveau du génome. Je fais la même chose maintenant pendant la période plus chaude. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe pendant la période chaude aussi que dans 2 forêts, ça va dans le même sens. Dans la 3e forêt, en fait, ça va dans un sens, c'est toujours différent de 0, mais c'est négatif. Ça veut dire les allèles qui allaient dans un certain sens pour favoriser en période froide vont dans un sens différent, c'est l'effet différent des allèles qui va aller dans un autre sens pendant la période chaude. Donc, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effet systématique lié à la sélection dans les variations qu'on peut observer de fréquence allélique de ces formes. Donc, on a fait là, alors, voilà pour les différences génomiques. Maintenant, pour les différences sur les caractères phénotypiques. Rappelez-vous, on a récolté des descendances, on les a élevés en pépinière sur le terrain, on a regardé, on a mesuré un certain nombre de caractères sur les descendances. Des caractères de croissance, des caractères de phénologie, mais également des caractères de physiologie. La question posée, est-ce qu'on voit des différences, toujours pareil, pour ces caractères? Alors là, c'est bien des différences de nature génétique pour des caractères phénotypiques, parce que les individus sont élevés dans des jardins communs. Voilà les caractères qui montrent un changement, la croissance, la phénologie, et pour la physiologie, la specific leaf area, donc qui est finalement la surface foliaire exprimée par unité de masse, et puis la discrimination isotopique de l'azote. Donc ça, c'est des caractères, parmi tout cela mesuré, qui montrent des différences entre fréquences, entre cohortes, d'une cohorte à l'autre. Donc voilà, résumé, enfin, je passe sur tous les détails des analyses, je donne principalement les résultats. Donc pour cette passage, pour cette première échelle de temps, entre le petit âge glaciaire et l'époque actuelle. Maintenant, on va regarder les changements génétiques d'une génération à la suivante. Et pour faire ce travail-là, nous nous sommes inspirés de la génétique. Je suis désolé, mais il faut... Bon. On s'est inspiré des méthodes, je vais aller plus à gauche, comme ça, comme j'ai un shift vers là. Vous aurez noté que c'est un shift vers la gauche. Hein. C'est pas un shift vers la droite. Hein. Donc, bon, ceci dit, je ferme la parenthèse. Bon, alors, on en arrive donc au changement génétique entre 2 générations successives. Donc, on a utilisé les méthodes de la génétique quantitative pour faire cela. Alors, de quoi s'agit-il? On a suivi un peuplement, donc d'une population, d'une génération à la suivante. Voilà la génération G1. C'est un travail qu'on a commencé de longue date, hein, c'est le début de ma carrière. Voilà le peuplement de chênes dont il s'agissait. Qui ici, c'est la coupe d'ensemencement, hein, un peuplement qui avait une centaine d'années. Et ces arbres se sont croisés entre eux librement,
on crée une régénération, okay, que vous trouvez ici, quelques 30 ans après, 15 à 30 ans après. C'est la photo du même peuplement, donc 30 ans après. Donc il y a plein de régénérations, évidemment. Et vous trouvez d'ailleurs les souches, une souche ici d'un vieil arbre qui est ici. Question posée, génétiquement, est-ce qu'il y a des changements entre G1 et G2? La question est simple, elle est plus compliquée à résoudre, à mesurer, parce qu'on veut des différences génétiques, on ne veut pas des différences phénotypiques. Alors, une autre image de ce peuplement, c'est un peuplement où il y avait deux espèces, chêne sessile et chêne pédonculé. Donc, la génération G1 ici, c'est les arbres adultes que vous avez vus tout à l'heure, en rouge chez le chêne sessile, en vert le chêne pédonculé. Et voilà la régénération. Alors, pour le peuplement adulte, on a pris tous les arbres, on a mesuré tous les arbres. Pour la génération G2, on a pris, comme c'était tellement dense, on a pris systématiquement un arbre tous les 3-4 mètres dans tous les sens, et donc il y avait l'ordre de 2500 arbres. Et donc, notre question était de voir, est-ce qu'en passant de G1 à G2, on peut prédire je dis prédire parce que c'est la méthode utilisée en génétique quantitative, est-ce qu'on peut prédire des changements génétiques? Alors, pour faire cela, vous pouvez le faire en utilisant, c'est exactement ce que utilisent les sélectionneurs dans les populations artificielles, sauf que là, on le fait dans la nature. Donc, il vous faut la variation génétique des traits, il vous faut la variation génétique de la fitness, et il vous faut les gradients de sélection. Enfin, c'est des termes peut-être un peu techniques pour vous, mais si vous avez accès à ces trois données-là, vous pouvez estimer les changements génétiques qui vont de G1 à G2. Mais pour faire cela, il vous faut absolument obtenir les données de relations génétiques entre arbres. Donc, il faut reconstruire tous les croisements, tous les apparentements à l'intérieur de ce peuplement G1, G2. Donc, nous avons fait une analyse donc, sur la base de 15 000 SNP des relations de l'apparentement génomique entre tous les arbres adultes de la G1. Donc, tous ont été génotypés par 15 000 SNP. Ça permet d'avoir une précision, une estimation de l'apparentement des arbres adultes. Et après, on a fait une analyse de parenté entre les parents et les descendants. Et donc, on a les relations de parents-descendants et puis les relations de frères-sœurs chez les descendants. Ça, c'est grâce à la génomique et à l'utilisation de marqueurs génétiques. Donc là, on reconstitue ce que la nature a fait en termes de croisement. Encore une fois, c'est exactement ce que font les gens qui font de la sélection artificielle, mais eux, ils font des croisements. Nous, on a laissé faire la nature, mais on a utilisé ce que la nature a fait pour reconstruire les croisements. Et en reconstruisant les croisements, on peut estimer les changements génétiques de G1 à G2. Alors, même chose que tout à l'heure. Donc, pour voir les changements génétiques, on a mesuré pratiquement les mêmes caractères. La croissance, la phénologie et la physiologie. Pratiquement les mêmes caractères. Bon, comme les arbres n'étaient pas de même âge, ce n'est pas exactement les mêmes, mais au moins les catégories de caractères sont les mêmes. Et qu'est-ce qui a bougé? Toujours quelle question? Pour quel caractère est-ce qu'on a effectivement vu un delta G significatif? On retrouve la croissance, on retrouve quelques caractères physiologiques, mais rien sur la phénologie. Donc là aussi, entre deux générations successives, avec totalement une autre méthode, donc on trouve des changements génétiques, finalement, de nature évolutive. La question, alors ça, c'était donc la question, est-ce qu'il y a évolution? La réponse est oui. On a vu les deux échelles de temps, on a clairement mis en évidence à la fois au niveau du génome et au niveau des caractères phénotypes qu'il y a eu des changements. Dans la deuxième question, quel est le rythme de ces changements? Est-ce que ça va à la même vitesse au cours du temps ou est-ce que ça change? Alors pour cela, je reviens sur les données sur la transition petit âge glaciaire époque moderne. Et là, maintenant, on a comparé les deltas, donc les variations génétiques pendant la période froide avec la période chaude la plus récente. Et qu'est-ce qu'on note? On note en fait une covariance négative. C'est-à-dire que la direction de la sélection
a changé entre la période froide et la période chaude. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était déjà le cas précédemment pour Tronchet quand j'avais comparé celle-là. Ça veut dire que sur cette échelle de temps de 200 ans, finalement, il y a eu une alternance de périodes de sélection dans des directions différentes. Donc finalement, une évolution fluctuante selon le climat, selon qu'il s'agissait de climat froid ou de climat chaud. Pour les caractères phénotypiques, on a fait la même analyse, on a comparé les caractères, la variation des caractères phénotypiques, le delta pendant la période froide avec celle pendant la période chaude, pour tous les caractères qu'on a mesurés tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on note? On note une corrélation négative dans la forêt de Percé, également négative dans la forêt de Reynaud-Valdieu, pas significative dans la forêt de Tronchet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, les caractères sont sélectionnés dans des directions différentes entre période froide et période chaude. C'est encore plus net quand on regarde que la croissance, par exemple. Quand vous regardez la croissance pendant la période froide, les données sont exprimées ici en données standardisées, en unité écart-type. Pendant la période froide, les variations des diamètres sont toutes positives. Pendant la période chaude, les variations sont toutes positives. Pendant la période froide, les variations sont toutes négatives. On a donc une variation, si je résume ces données, une variation pour la croissance et pour d'autres caractères, c'est un résumé ici schématique. On a une variation négative pendant la période froide et une variation positive. Alors j'ai pu noter ça parce qu'on a échantillonné au cours du temps. Si je n'avais pas échantillonné, je n'aurais rien vu. J'aurais estimé que l'évolution. Donc ça veut dire que si j'avais échantillonné peut-être à des échelles encore plus étroites, peut-être que j'aurais vu d'autres variations encore. Ça veut dire que l'évolution est vraiment fluctuante et rapide, en quelque sorte, en fonction de la variation du climat. La troisième question posée, est-ce qu'il y a une direction de l'évolution, notamment, alors là, je me suis intéressé pendant la période chaude, que pendant la période récente, c'est-à-dire dans la première analyse, la transition âge glaciaire, finalement anthropocène, je vais considérer que la période finale où il y a eu finalement réchauffement. Qu'est-ce qu'on a donc? C'est la première analyse. On a utilisé des cohortes, on a utilisé des expériences jardin commun. Et bon, après, pour le passage sur 2 générations successives, on a utilisé la génétique quantitative, mais in situ dans les populations. Quand on compare les caractères qui ont bougé dans les deux cas, qu'est-ce qui a bougé? Dans les deux cas, on a plus de croissance. La croissance a bougé dans les deux cas. Et on a des feuilles beaucoup plus denses. Le SLA a varié dans les deux cas, elles étaient plus denses. Il y a sans doute d'autres caractères qui ont bougé, mais compte tenu de nos échantillonnages, vous avez des limites en termes statistiques. En tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est que si on compare ça par rapport aux différents caractères, rappelez-vous, on avait croissance, phénologie, je vire à gauche, croissance, phénologie et physiologie. Les caractères physiologiques ont relativement peu bougé aussi. Ce qu'on note, c'est surtout des caractères très intégrateurs, comme la croissance, ça intègre beaucoup de choses, peut-être la densité des feuilles aussi, ça intègre beaucoup de choses, et c'est que eux, a priori, sur lequel la sélection naturelle tape d'abord. Donc ça, c'était la question 3. Quelques estimations, on vous dire, mais de combien ça a bougé? Eh bien, en utilisant la dernière analyse en génétique quantitative, vous avez ici le delta, donc en une génération, en pourcentage. Alors, les généticiens qui font de la sélection pourraient peut-être comparer leurs gains génétiques, ce qu'ils obtiennent en sélection artificielle par rapport à ces données. Généralement, dans les premiers cycles de sélection artificielle, on arrive à des chiffres de 10 à 20%, cet ordre de grandeur. C'est nettement plus petit, mais ici, c'est en condition de sélection naturelle. Bon, alors, la question 4. Je suis en cours du temps. Hein. Je ne suis pas... La question 4, donc, on a noté de l'évolution, on a vu qu'elle était fluctuante, et elle va dans une certaine direction pendant la période récente. La question maintenant, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a évolution? Comment est-ce qu'on peut expliquer génétiquement, en termes de génétique évolutive, qu'il y a évolution?
Bon, là, ça va peut-être vous rappeler des données qu'on vous a enseignées à l'université en génétique des populations. Mais pour qu'il y ait évolution dans ces conditions, donc je vais me placer dans les conditions forestières, vous avez besoin de 4 ingrédients principaux. Vous avez d'abord besoin de ressources de nature génétique et démographique. Il vous faut de la diversité dans votre population. Et bien sûr, il vous faut de la régénération après. Ça, c'est des ressources absolument nécessaires. Et puis, vous avez besoin des mécanismes derrière qui vont jouer sur ces ressources, sur la diversité et sur le recrutement. Et ces mécanismes, c'est d'une part, il faut que le caractère qui évolue, il faut qu'il soit héréditaire. Et bien sûr, il faut qu'il soit transmis en forêt d'une génération à la suivante. Sinon, ce n'est pas évolutif. Et puis, vous avez besoin d'un filtre pour qu'effectivement il y ait évolution. Et donc, c'est de la sélection. C'est une sélection soit naturelle, soit anthropique, selon que l'homme intervient. Alors, c'est simplement représenté ici pour un caractère. J'ai pris la couleur. Ça pourrait être un allèle qui compte quelque chose. Vous voyez, donc, il y a une diversité ici. Bon, ils se reproduisent, on retrouve cette diversité. Là, finalement, le phénotype ou le génotype vert est favorisé par sélection et vous obtenez une différence entre. Enfin, c'est rapidement résumé, mais tout ça pour illustrer le fait que vous avez besoin de ces 4 ingrédients: diversité, régénération, hérédité et sélection. C'est encore plus net si vous considérez un caractère quantitatif ou un caractère donc, qui contribue à la valeur adaptative, qui a une certaine distribution dans la population que l'on observe. Et si vous voyez que donc, il y a donc une certaine diversité, plus ou moins aplatie, cette courbe, selon la diversité qu'il y a. Donc, il faut de la diversité. Si la sélection naturelle sélectionne un sous-ensemble de ces individus qui expriment ce caractère à leur niveau plus élevé, ben vous avez finalement une déviation de votre population entre la population totale et la population sélectionnée. S'ils se reproduisent, donc vous avez une régénération. Et si en plus il y a une certaine hérédité, finalement cet avantage est transmis et vous retrouvez votre delta entre la valeur moyenne de votre population précédente et la nouvelle valeur moyenne de la population à la génération suivante. Ça, c'est des cours un peu, vous avez dû apprendre, je pense, ça en génétique quantitative. Et ici, c'est translaté ou mis dans le contexte forestier. Alors après, on peut voir l'importance de la diversité. Si vous avez une faible diversité, à ce moment-là, la différence entre avant et après sélection est plus ou moins importante, donc ça a un impact sur le résultat. Si vous avez un taux de sélection plus faible, par exemple ici, si vous avez peu de sélection, la différence aussi va être plus faible qu'ici, où vous avez beaucoup de sélection. Et si l'hérédité est faible, vous allez être plus proche d'ici. Si l'hérédité est pratiquement de 1, vous allez retrouver la moyenne de la population suivante qui est égale à la moyenne de la population sélectionnée. Donc ces 3 paramètres ont une influence sur l'évolution. C'est ce qu'on a fameuse breeding equation qui est souvent traitée en génétique classique, mais ici mis dans le contexte des populations naturelles. Et donc la différentielle de sélection ici n'est pas I, mais le gradient de sélection. Enfin, ça, c'est des termes techniques, mais tout ça pour illustrer, encore une fois, ces termes, ces ingrédients qui sont nécessaires pour qu'il y ait évolution. Alors, je vais revenir un peu sur ces 4 ingrédients, parce qu'en termes de forêt, ils ont plus ou moins d'importance. Et puis, il y a certains ingrédients sur lesquels on peut jouer et d'autres où on ne peut pas jouer. Donc, ça a un impact sur la sylviculture qu'on peut appliquer pour qu'il y ait une meilleure évolution. Alors, le premier ingrédient, donc, il faut de la diversité. Qu'est-ce qu'on sait de la diversité? La diversité, c'est quelque chose, la forêt sur laquelle vous travaillez, elle a hérité du passé. Vous avez peu d'action là-dessus. C'est le résultat de l'histoire. Et elle est généralement très bien maintenue grâce notamment à des flux de gènes importants. Pour les espèces que j'ai évoquées tout à l'heure, donc large distribution avec aire continue, flux de gènes importants. Et effectivement, elle est très largement conservée sur l'aire de distribution. Tout à l'heure, j'ai montré la diversité des chênes en Europe selon latitude sud et nord. Vous pouvez voir pour d'autres espèces qui ont ces mêmes caractères, on a peu de variations. La diversité est bien maintenue. La diversité n'est pas différenciée entre populations.
Les populations sont différenciées pour des fréquences alléliques ou pour des caractères quantitatifs, mais pas pour la diversité. Alors, l'hérédité, alors là aussi, il y a des résultats qu'on a accumulés en génétique sur l'hérédité des caractères qui contribuent finalement à la valeur adaptative. Alors, souvent, les caractères sur lesquels on travaille et qui ont une importance pour l'adaptation sont de nature hautement polygénique. Alors, il y a eu plein d'études, je cite certains papiers ici, et c'est souvent l'effet combinatoire, c'est-à-dire c'est des très nombreux gènes associés à des combinaisons entre des allèles qui font que votre population va varier. Et il y en a souvent également de la redondance, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir un même phénotype avec une combinaison d'allèles différents. Et puis, la variation génétique est souvent maintenue, comme j'ai déjà dit, in natura. Alors, ces 4 caractères associés, ces 4 choses associées, on l'a démontré théoriquement, c'est ça la source de l'évolution rapide. La sélection naturelle est très efficace quand le caractère est contrôlé par de nombreux gènes qui ont des petits effets, parce que c'est les combinaisons entre ces effets qui vont être sélectionnés, et ça, c'est une cible immédiate de la sélection naturelle sur ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent la standing genetic variation. Donc voilà, on a vu pour la diversité, pour l'hérédité. Alors le recrutement, je dis l'autre, troisième ingrédient, hein, c'est le recrutement. Il vous faut de la régénération. Hein. On a une belle photo de régénération de chêne. Là, vous avez pratiquement un semis tous les 5-6 cm. Alors, nous suivons en France et en Europe aussi, c'est un caractère aujourd'hui qui est beaucoup suivi, nous suivons un peu l'évolution de la production de graines dans les peuplements. Et voilà un monitoring qui a été réalisé au cours des 20-30 dernières années sur différents peuplements de chênes en France. Et qu'est-ce que l'on constate? Si vous exprimez la production moyenne de graines en fonction de l'année ou en fonction de la température, au printemps, et vous voyez un accroissement. Apparemment, le changement climatique, pour l'instant, ne semble pas avoir d'effet négatif sur le recrutement, enfin, ou du moins sur la fructification. Et nous avons encore, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai participé à une réunion d'un projet européen où on avait des échos un peu des différents pays, au moins dans le cas des chênes, et dû être aussi en Europe, la fructification est même améliorée. Alors, vous pouvez voir ça comme vous voulez en termes d'impact de changement climatique, mais en tous les cas, quantitativement, c'est ce que l'on observe. Donc, ça ne semble pas être pour l'instant un caractère limitant à l'évolution des populations. Alors après, il reste donc, on a vu diversité, on a vu hérédité, on a vu recrutement, donc régénération, il reste maintenant la sélection. Je représente ici un peu l'évolution d'un peuplement de chênes pour illustrer cela entre la phase jeune, 1 an après régénération, jusqu'à la phase adulte. Vous voyez, c'est une régénération bien acquise, vous pouvez avoir des quantités considérables de semis, pratiquement jusqu'à 1 million à l'hectare, ce serait un extrême. Et pendant pratiquement jusqu'à 20 ans, l'homme n'intervient pas. Les premières interventions en termes de sylviculture sont autour de 20 ans chez le chêne. Et vous voyez donc, ça veut dire qu'à 20 ans, il ne reste plus que 50 à 60 000. Ça veut dire que 95% des semis sont éliminés durant la phase juvénile, donc forcément durant la sélection, pendant la sélection naturelle. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, pour le climat. Et donc, il y a, en termes de genre, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on peut jouer là-dessus finalement. On pourrait exposer les plants plus longtemps à cette sélection naturelle pour avoir un meilleur filtre et obtenir une meilleure adaptation. J'arriverai sur ce terme, sur cet aspect tout à l'heure. Donc, on a vu donc les moteurs de l'évolution. Je répète, diversité, régénération, et hérédité, sélection. Question posée, sur quoi peut-on jouer en sylviculture? Est-ce qu'on pourrait améliorer encore l'évolution en jouant sur certains de ces ingrédients au travers de la sylviculture?
La première chose qu'on peut dire sur la diversité et l'hérédité, on n'a pas d'impact possible. Encore une fois, la diversité, c'est quelque chose que l'histoire vous a produit. Vous avez une forêt, la diversité qui est, vous pouvez éventuellement enrichir lors de la régénération, mais bon, ça va être peanuts, parce que justement, la diversité n'est pas structurée, elle est la même un peu partout. Si vous amenez des glandes ailleurs, vous n'allez pas vraiment enrichir. Elle est donc, la diversité est une donnée finalement inhérente de votre population. L'hérédité, en quelque sorte aussi, c'est lié à la manière dont fonctionne la machine génétique. Et d'ailleurs, les deux combinés en génétique des populations donnent le concept finalement ce qu'on appelle l'évolvabilité. C'est la ressource sur laquelle joue l'évolution, c'est la combinaison entre diversité et hérédité. Et cette évolvabilité vous donne en quelque sorte le potentiel d'évolution de votre population. Si ces deux données sont élevées, votre population a la capacité de pouvoir évoluer en fonction, alors après, de la sélection. Donc là où finalement le sylviculteur pourrait jouer, c'est sur la sélection et sur le recrutement. Et je dirais en plus, j'ajoute un autre terme encore, qui est la temporalité de ces choses, la temporalité de l'intervention. Je vais revenir un peu à la fois sur l'évolvabilité et sur ces deux termes-là. Alors l'évolvabilité, alors comment ça se mesure? Alors ça se mesure en mesurant la variation génétique de la fitness. Qu'est-ce que c'est que la fitness? La fitness, c'est le nombre d'individus, d'un individu donné, adulte, d'un chêne, c'est le nombre de semis ou d'arbres qu'il produit en tant que père ou en tant que mère et qui est encore vivant à la génération suivante lors de la reproduction. Or, c'est exactement ce qu'on a mesuré précédemment, rappelez-vous, dans le peuplement où on a fait l'étude de parenté. Pour chaque parent, on avait fait une étude de parenté, donc on avait trouvé le nombre de semis qu'il produisait. Et donc, pour chaque parent, on avait estimé la fitness. Par exemple, ici, ce parent rouge là, je ne sais pas si vous voyez ça, vous avez le rouge, j'ai uniquement représenté un parent, et vous avez en vert tous les descendants qu'il a produits. Certains sont très proches, bien sûr, il a sans doute contribué en tant que mère, mais certains sont relativement loin. Donc, la variation génétique de cette fitness vous donne l'évolvabilité. Donc, encore une fois, l'évolvabilité, c'est cette capacité d'évoluer, c'est le potentiel d'évolution. Alors, nous avons mesuré cela donc, dans le cas de chêne, et il se trouve que récemment, il y a eu une méta-analyse publiée par Andri, je ne sais plus son prénom, mais vous le connaissez, il travaille, je crois, à McGill, à Montréal. Il a fait une méta-analyse de l'estimation finalement de l'évolvabilité chez à peu près 80 organismes pour lesquels plantes et animaux pour lesquels ça pouvait être mesuré au travers de la variation génétique de la fitness. Et ça, c'est la courbe en bleu, c'est la distribution qu'il a obtenue avec ces 80 des données résultant de ces 80 espèces. J'ai mis là-dedans la position des chênes, puisqu'on a mesuré la même chose, les deux chênes sur lesquels on a travaillé. Vous voyez, on est dans la queue de la distribution à droite. Ça veut dire que ces espèces-là, comparées à plein d'autres espèces, ont un sacré capital d'évolution. Alors, donc, encore une fois, il y a une évolvabilité importante chez les espèces. De toute manière, on n'a pas d'action là-dessus au travers de la sélection. Par contre, on peut avoir, au travers de la sylviculture, par contre, on peut avoir une action au travers de la sélection, notamment de la sélection naturelle ou anthropique. Et je rappelle ce schéma d'évolution démographique pour illustrer finalement les trois niveaux où une intervention de la part de la sylviculture est possible pour améliorer et accélérer l'évolution. Le premier, c'est là-dessus. Essayez d'avoir le plus de semis possible, de régénération, parce que c'est là-dessus, si vous avez un grand nombre de semis, le taux de sélection va être énorme et donc ça va améliorer la variation, enfin la réponse à la sélection. C'est un premier élément. Alors, ça peut se faire. Alors, je ne sais pas si vous utilisez le système en futée régulière ou après la coupe d'ensemencement, on peut comptabiliser à attendre plusieurs années pour que votre tapis de semis soit bien dense.
par expérience, par exemple chez les chênes en Europe, certaines années, la régénération peut durer 10 ans. Donc, parce que la première année, il n'y a pas eu une bonne fructification, pas assez de semis, on attend une deuxième, on attend une troisième, etc. Et dans certains cas, on attend 10 ans pour avoir un bon tapis de semis. Donc, on peut jouer là-dessus pour ne pas faire la régénération tout de suite avec peu de semis. Donc, on peut jouer là-dessus. On peut également jouer sur les temps, ou les moments auxquels on fait les éclaircies. Peut-être laisser là plus de période juvénile pendant laquelle il y a la sélection naturelle. Et puis, on peut jouer également sur le taux de sélection. Ça, c'est les différents leviers possibles que le sylviculteur peut tirer pour finalement améliorer et augmenter le taux de sélection pour accélérer en quelque sorte l'évolution. Alors, le dernier point, c'est la temporalité. On oublie souvent tout. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé du delta G. Hein, mais on va accélérer l'évolution. Accélérer l'évolution, ça veut dire aussi la temporalité, réduire le delta T. Donc, faire tourner, en quelque sorte, les générations plus rapidement. Okay. Les générations, finalement, de chênes sont de l'ordre de 200 ans. Et là, on est vraiment trop long par rapport, disons, à l'évolution qu'on attendrait. On sait aussi... Alors, c'est un autre élément pour accélérer les choses. Finalement, les vieux arbres, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les vieux arbres qui ont été maintenus ont été sélectionnés dans un contexte totalement différent. Et nous avons vu tout à l'heure que la sélection pendant la période froide, l'évolution est allée dans une direction différente. Donc ces vieux arbres, s'ils pollinisent les jeunes arbres, vont maintenir une maladaptation. C'est également une raison pour laquelle il faudrait faire tourner les générations plus rapidement. Donc, il faut tourner plus rapidement, mais laisser une exposition plus longue à la sélection naturelle, notamment sous l'effet du changement climatique. Donc, une proposition serait de réduire globalement les rotations, mais en accroissant l'exposition pendant la période juvénile pour que ce serait une manière, finalement, d'accélérer l'évolution. Bon, dernière question, mais ça va être plus rapide. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Oui, il y a des limites, bien sûr. Si vous avez, disons, un effondrement démographique dû à une succession d'événements extrêmes comme on en connaît, tout s'écroule. Hein. Si vous avez finalement également un effondrement de la régénération, là aussi, pour l'instant, on ne l'a pas. Et puis, vous pouvez avoir une évolution, pas d'évolution du tout, parce que le changement climatique peut aller dans deux sens différents. C'est notamment pour le débourrement. Par exemple, si vous considérez le changement climatique comme l'augmentation continue de la température et du CO2, à ce moment-là, cet effet tendanciel va conduire à une sélection pour les arbres qui débourrent le plus tôt pour qu'ils soient de meilleurs compétiteurs, pour qu'ils aient une longueur de saison plus éloignée. Et donc là, la sélection irait vers finalement un débourrement plus tôt. Mais par contre, si vous voyez le changement climatique aussi comme l'occurrence d'événements extrêmes plus fréquents, notamment de gelée tardive, à ce moment-là, c'est les arbres plus tard qui vont être sélectionnés. Et donc, les deux peuvent finalement aboutir à un résultat nul. Il n'y a pas d'évolution du tout. Voilà, alors j'en arrive aux conclusions. Donc, bon, nous avons quelques résumés. Donc, nous avons vu finalement que les arbres, contrairement à ce que l'on dit d'habitude, peuvent observer une évolution rapide. Elle est fluctuante, elle peut répondre très rapidement à des changements environnementaux. Il y a une évolution contemporaine directionnelle sous l'effet du changement climatique. J'ai pris une métaphore à la fois inspirée du sport et un peu du rock aussi. Comme vous pouvez le voir, on peut imaginer, nous sommes tous les organismes, nous sommes soumis à des variations de milieu, ici le changement climatique, et donc nous essayons de nous adapter génétiquement. Et donc nous sommes dans une course pour suivre le changement climatique. Et on peut prendre cette image que certes les arbres dans cette course ont de très longues foulées, si on dit que la foulée est la génération, ils font peu de générations, mais en une génération, ils font une large foulée, un large pas évolutif. Et puis,
On a vu aussi que l'évolution peut être façonnée par l'intervention humaine. Il y a un potentiel d'évolutif important. Et donc, ça nous conduit à considérer les limites, mais également à la résilience, puisque c'est un peu le thème de cette journée aujourd'hui. Donc, sur la résilience, juste 2-3 diapos. J'ai reconstitué exactement les événements extrêmes de sécheresse au cours du XXe siècle en France. D'après, en utilisant la méthode, il y a des méthodes basées sur des statistiques météo pour calculer les sécheresses extrêmes. Dans les 3 forêts, Rhénaux-Valieu, Bercy et Trancé, il y a eu des événements de sécheresse extrême. Ça, c'est le nombre de sécheresses extrêmes par décennie, important en 1920, 1930, 40 et 70. Notamment, la sécheresse de 1921 a été terrible. Vous voyez ici des températures qui étaient de l'ordre de 2. Donc ça, c'est ce qu'on observe en termes de climat. C'est irréfutable. Il y a un chercheur qui a fait une analyse historique des dépérissements de chênes en Europe au cours du XXe siècle. Il a noté qu'il y a eu 3 périodes de dépérissement. Les années 1921, 1920, c'est souvent décalé par rapport à la sécheresse, quelques années après, la décennie 1940 et la décennie 1980. Donc, nous avons des écrits là-dessus sur ces forêts. Je suis retourné dans toutes ces forêts aujourd'hui. Vous ne voyez plus rien. Tout a été reconstitué. Pourtant, on avait noté des mortalités. Bon, c'est un peu une illustration. Il n'y a pas trop. C'est difficile d'illustrer la résilience, mais ça, c'est une illustration un peu expérimentale et visuelle de la résilience. Et puis, on vient juste, alors, sur cette résilience, c'est une coïncidence, on vient juste de faire une revue avec 2 collègues sur la notion de résilience. Qu'est-ce qui fait que les arbres sont génétiquement résilients? On fait un peu un résumé, finalement, de ce qu'on a obtenu en génétique, en histoire des populations. Ça vient juste d'être publié, et donc ça pourrait, alors c'est trop long pour en parler ici, mais ça pourrait donner plus de fondements théoriques à tout ce que je viens de dire. Bref, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette étude. L'étude a été menée dans un projet européen qui s'appelle TRIPIS. Et puis, merci de votre attention. Merci Antoine. C'est fascinant. Il y a 2 micros ici dans la salle, un dans chaque allée. Je suis sûr que vous avez des questions. N'hésitez pas à venir poser des questions. Moi, je peux peut-être commencer. En fait, quand tu parles, Antoine, en fait, de l'idée que les générations ne se chevauchent pas à toute fin pratique pour accélérer les choses, c'est dans un contexte, là, c'est peut-être moi qui était distrait à ce moment-là, mais c'est dans un contexte où le changement, où il y a un changement d'orientation dans ton climat entre les 2 générations. Si le changement va dans le même sens, est-ce que c'est la même conclusion à laquelle on arrive? C'est-à-dire, si on est dans un contexte de réchauffement continu, est-ce que c'est préférable que les générations ne se chevauchent pas versus un moment où, comme tu as montré, où on passe du petit âge glaciaire à un refroidissement, un réchauffement ensuite? Alors, nous, on a profité justement du fait qu'on a accès à des générations chevauchantes. Donc, on utilise, comme la sélection se fait surtout au stade juvénile, quand j'analyse des peuplements qui ont aujourd'hui 340 ans, ils ont surtout été sélectionnés il y a 300 il y a 320 ans pendant une période. Donc, elle témoigne de ce qui s'est surtout. Bien sûr, il y a une sélection après, mais elle témoigne surtout de la sélection qu'il y a eu pendant cette période juvénile. C'est ça qui a été à la base de notre raisonnement. Donc, on a, bien sûr, elles sont chevauchantes, mais elles ont connu à leur époque une phase de sélection très drastique au stade juvénile. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
Oui, oui, tu peux y aller. Merci. Dans la première partie de votre présentation, vous avez regardé le patrimoine génétique d'arbres de différents âges, de 300 ans, supposons, de 300, 200, 150. Vous avez vu que le patrimoine génétique était différent, puis vous avez assumé ou pointé dans une direction qui c'était de l'évolution. Est-ce que vous avez investigué ou regardé l'effet d'une sélection sur la mortalité? Là, en anglais, on parle souvent de selective disappearance. Donc, que ce qu'on observe à différents âges, c'est une variabilité, mais moindre que ce qu'on avait au début, étant donné qu'on a des individus qui meurent. Donc, si on voit des différences de patrimoine génétique à différents âges, c'est peut-être dû à la mortalité et non pas parce que le pool génétique du départ était différent. Non, mais je pense effectivement que c'est les mortalités qui ont eu au cours des événements extrêmes qui ont fait ces changements, qui ont construit. Mais c'est encore une fois, après, je n'ai pas eu le temps de le montrer là, quand vous regardez la distribution de ces changements dans le génome, puisqu'on on a analysé ça sur le génome entier, c'est distribué partout. C'est des toutes petites variations partout. Mais ces petites variations sont corrélées d'une période à une autre. Donc, ça agit partout et c'est réparti. Donc, vous n'allez pas avoir des fréquences alléliques d'un cas qui contribue à un caractère qui va varier de manière drastique. C'est quelque chose qui se passe au niveau du génome entier. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'étais intriguée par rapport au lien, ou bien l'absence de lien que vous avez trouvé entre la phénologie et la croissance. Vous l'avez bien dit, la croissance, c'est un trait intégrateur. Mais souvent, on utilise la phénologie pour un peu aussi identifier la sensibilité, faire de la sélection. Alors, je me demandais si, est-ce qu'à votre avis, c'est parce que la phénologie permet aux arbres d'avoir une certaine acclimatation dans ce sens-là? Et je me demandais, est-ce qu'à votre avis, ça pourrait être différent dans une population marginale, dans la mesure où, dans ce type de population, les arbres sont obligés de mieux suivre les fluctuations environnementales? Alors, la phénologie, alors effectivement, c'était une grande surprise. En fait, ça a bougé sur la première analyse. Ça n'a pas bougé entre les deux générations successives. Et je pense, c'est pour ça que je suis revenu dans la fin, je pense que le changement climatique peut avoir des effets contraires selon si on considère les effets tendanciels de changement climatique ou l'occurrence d'événements extrêmes. Dans un des cas, ça peut sélectionner. Si c'est les effets, ça peut aller vers la précocité, dans l'autre, vers la tardité. Cela dit, c'est sans doute le caractère qui a la variation génétique la plus élevée dans les populations. Trouver des héritabilités de l'ordre de 0,8 fréquentes. Et donc, vous avez finalement, au sein d'une population, vous pouvez avoir jusqu'à 1 mois de différence entre les arbres les plus précoces et les plus tardifs. Et en plus, donc, comment dire, cette variation, elle est maintenue. On l'a observé, alors je ne l'ai pas montré là, mais quand on a estimé l'héritabilité dans les 3 cohortes, elle est de même importance, quoi. Elle n'a pas varié du tout, quoi. Donc elle est très élevée, donc elle est encore plus enclinte finalement à évoluer en quelque sorte. Et par rapport aux populations marginales, est-ce que ça pourrait changer, par exemple? Vous voulez dire dans quel sens? Dans une population périphérique, c'est dans le bord de la répartition. Est-ce que la phénologie peut avoir une héritabilité différente, étant donné qu'elle est plus importante pour suivre les changements environnementaux? Alors, finalement, chez les chênes européens, on a finalement une évolution qui est, comment on dit, le terme des choses, elle est corrélée à la latitude et à la température. C'est les populations qui sont issues des climats les plus chauds qui débourrent le plus tôt. Et c'est continu jusque vers le nord. Et c'est celle du nord qui débourre le plus tard. Et donc, on a une corrélation continue. Et donc, vous dites que c'est les populations du nord pourraient
avoir des pressions sélectives plus fortes sur leur timing phénologique. Oui, mais si elles ont des... enfin, la variation est continue, on ne voit pas de rupture au nord. OK. On ne voit pas de rupture au nord. Ça répond à ma question. Et je pense que c'est lié au fait justement qu'il y a une forte variation. Il y a de la ressource pour l'évolution. Elle va sans doute continuer. Alors, ce qui est plus surprenant, c'est que chez les chênes américains, par exemple le chêne rouge, quand on fait la même analyse, on a des tests de provenance également des chênes rouges, on a une corrélation inverse. C'est les populations du sud qui débourrent les plus tardives, les populations du nord qui débourrent le plus tôt. Okay. Et on ne sait pas à quoi se cline opposé entre espèces européennes et espèces américaines. Il n'y a pas d'interprétation sur le sujet. OK, merci. Je vais prendre les 2 dernières questions rapidement, s'il vous plaît. J'en avais plein, mais une rapide, c'est la conclusion de tout ça. Moi, j'ai vu ça comme un grand message d'espoir. On n'a pas trop parlé de plasticité phénotypique qui vient s'ajouter à tout ça, là, mais ce que j'entends, c'est que la capacité d'acclimatation et d'adaptation, elle est là. Et donc, est-ce que dans un contexte de migration assistée, de tous ces efforts qu'on essaye de faire, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que la réponse est ils l'ont, la capacité, puis on ne doit pas trop s'inquiéter? Vous touchez un point sensible. Nous, notre recommandation est en France, sur ces espèces-là, nous ne recommandons, enfin, nous, je dis la recherche, nous ne recommandons pas le assisted gene flow, le transfert au sein de l'espèce. Nous pensons qu'au sein d'une population, il y a suffisamment de diversité, de standing variation, pour répondre rapidement à l'évolution. Comme vous l'avez vu, ça peut se passer en un nombre. Les différences qu'on observe dans les tests de provenance aujourd'hui se sont mis en place très rapidement. Et là, sous l'effet du changement climatique, ça peut aller très vite. Et nous avons plein d'exemples comme ça. Il y a eu des migrations historiques de populations du sud vers le nord et qui ont montré que l'évolution était très rapide. Par exemple, l'épicéa en Suède, une grande partie a été importée d'Allemagne. Et puis finalement, en une génération, ça s'est fait, quoi. Et donc, les populations sur place ont la ressource pour évoluer. Donc, nous, on est plutôt pour ces espèces-là, de ne pas intervenir par assisted gene flow, hein, pas assisted migration, pas assisted gene flow. C'est quand même une excellente nouvelle. Oui, enfin... Oui, et puis oui, ce qu'on dit souvent, alors en France, quand vous avez des dépérissements, vous avez vu les forêts tout à l'heure, les forestiers ont une loi, ils disent, bon, s'il y a 30-40% ou je sais pas, 50% des arbres qui meurent, on coupe tout et on replante. Alors nous, on dit non, laissez les survivants. C'est les survivants qui vont assurer le succès de la suite. C'est eux qui ont été sélectionnés, vont être sélectionnés et qui vont avoir et miser sur la régénération. Enfin, c'est un aspect pratique des choses. Voilà. En fait, Antoine reste là. Il y a Antoine reste ici jusqu'à la fin du colloque. Donc, je vous invite vraiment à aller discuter avec Antoine. C'est fascinant à chaque fois. Puis j'abonde dans le même sens de ce que tu nous as présenté. C'était super intéressant. Et on a un petit présent pour toi. Donc, viens Dan. Donc, un couple de cadeaux originels et aussi un super livre qui a été fait avec les pessimites et un groupe de chercheurs de l'UQAM, donc je ne vais même pas essayer de le prononcer, mais c'est un super livre qui parle des changements climatiques chez les pessimites et je pense que si vous passez par Luc ou d'autres membres de CEF, ils peuvent vous diriger comment procurer un copie vous-même. Donc, un petit leg de qu'est-ce qui se passe au Québec et peut-être un intérêt pour l'historienne Dominique, vice-rectrice, aussi, amener en France et passer un peu des connaissances traditionnelles là-bas. Merci beaucoup.